Les patients qui ils sont symptomatiques, mais ils n'ont pas encore besoin d'un remplacement de genou. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Quand il y a eu Tiger Woods, qu'il y a eu le PRP, tout ça, je pense que c'est là que ça a explosé un petit peu. C'était expérimental. Il y avait beaucoup d'études qui étaient faites sur des animaux et les résultats étaient très, très positifs. C'est vraiment de la médecine régénérative. C'est magique. Quand on voit les photos avant et après, on dit waouh. Ça fonctionne, surtout. Ouais. Si vous voulez vous assurer que vous allez dans un endroit qui font du PRP comme il le faut, demandez-leur toujours la question combien de cc vous avez pris de mon sang. Si quelqu'un vous prend moins que 60 cc, vous dites au revoir, merci. Il y a eu le développement de plusieurs, ce qu'on appelle des substances orthobiologiques, donc des substances biologiques qui viennent de notre corps, qu'on peut utiliser pour des fins de traiter de l'inflammation, traiter de l'arthrose, traiter des tendinites, etc. Donc là a commencé à apparaître le PRP. C'est en quelle année, ça, environ? Le PRP, ça fait longtemps que c'est utilisé, ça fait plus de 15 ans, mais les études qui ont commencé à les étudier, c'était comme un secret caché, je te dirais, par certaines... Il y a des petites anecdotes, c'était des secrets cachés dans certaines équipes de sport parce qu'ils avaient trouvé une molécule, mais ils ne voulaient pas trop en parler. Puis ensuite, ça a pris beaucoup plus d'ampleur au niveau commercial. Mais en même temps, tout ce qui était parallèle aux plaquettes se sont développés. Donc, on parle de NSTRIDE, les molécules, on appelle des protéines autologues. Par la suite, il y a eu plusieurs développements. Donc, il y a eu le PRF qui a été développé. Donc, tout ça, on va expliquer c'est quoi plus tard. Mais toutes ces molécules ont commencé à apparaître petit à petit, mais n'ont pas été assez étudiés parce qu'on n'avait pas assez de recul ni de cohortes d'études. Donc, c'est quelque chose de très récent, la médecine régénérative, au niveau médical. Mais de plus en plus, les cellules souches, c'est la même chose. Les cellules souches, au début, on pensait, ça y est, c'est fini, on a trouvé la solution magique, mais non, loin de ça. Surtout maintenant avec les dernières études, on va en parler, où on voit que la quantité de cellules souches qui restent dans une articulation est moins de 3%, parce que c'est des molécules qui finissent par se faire absorber. Et aussi, c'est très difficile de les concentrer. Donc, qu'on le prenne des tissus graisseux, adipeux. Donc, il y en a qui font des mini liposuctions, ils sont très contents. Et d'autres, ils font des aspirations au niveau de la moelle. Les aspirations de la moelle sont meilleures en termes de concentration, mais on réalise qu'aujourd'hui, on ne peut pas recommander une injection intra-articulaire de cellules souches et dire que c'est mieux que le PRP. Ça, c'est plus vrai. Avant, il y avait des études contradictoires, mais maintenant, les méta-analyses le montrent. Et le coût aussi, il est complètement ridicule. Au Canada, on n'a pas le droit de les utiliser. Et quand on parlera des cellules souches, je vais faire la différence entre ce qui est une cellule souche versus une cellule souche mésenchymateuse, parce que c'est pas les cellules souches pluripotentielles que eux, malheureusement, on n'injecte pas. C'est pas eux qu'on injecte. Donc, c'est ça. Ça a évolué beaucoup. Est-ce que ça a été avec, justement, quand il y a eu Tiger Woods, qu'il y a eu le PRP, tout ça, je pense que c'est là que ça a explosé un petit peu quand il y avait Kobe Bryant, puis comme des sportifs, là, ça c'est comme... L'intérêt est arrivé à ce moment-là. C'est que c'était expérimental. Il y avait beaucoup d'études qui étaient faites sur des animaux et les résultats étaient très, très positifs. Et quand quelqu'un n'a rien à perdre, on dit, parce que des plaquettes, c'est ton sang à toi, c'est quoi le pire qui peut arriver? Absolument rien. Bien sûr, il y a des contre-indications de faire le PRP, on va en parler, mais ces patients-là disaient ouais, ça peut aider, comme ça peut pas ne pas aider, mais c'est très prometteur. L'idée en arrière de qu'est-ce que les plaquettes peuvent faire, c'est les gens comprenaient à quel point les plaquettes sont nos meilleurs amis dans notre corps. Je vais l'expliquer plus tard. C'est que ces athlètes-là perdaient rien d'essayer.
Puis, Tiger Woods l'a eu après son déchirure de croisée antérieure. D'autres joueurs sportifs ici à Montréal les ont eu aussi. Kobe Bryant, lui, c'était sa déchirure du tendon d'Achille. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des injections de PRP? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Moi, j'ai lu qu'il y a eu d'autres traitements alternatifs, mais pour dire que c'était du PRP pur, je suis pas sûr. Okay. C'était parce que dans le temps, on n'avait pas encore peaufiner exactement comment faire un PRP avec une concentration très haute plaquettaire. Ouais. Donc, tout avant était préparé en laboratoire où on était capable de quantifier les nombres de plaquettes. Mais là, on va parler bientôt pour comment on peut s'assurer d'avoir une concentration plaquettaire qui va être assez haute, mais pas trop haute, parce que trop haute peut être délétère, trop basse fait rien. Il faut trouver le juste milieu. Donc, entre 7 à 14 milliards de plaquettes, tu es dans ton... You're in the money. En haut de 14, ça peut avoir l'effet contraire. Et en bas de 7, c'est comme si tu as bu un verre d'eau. Là, ça fait absolument rien. OK. Ouais. OK, bien justement, on va parler de chacune des thérapies, comme tu l'as dit. On va commencer avec le PRP. Donc, pour les gens à la maison, là, on a dit le mot beaucoup PRP. Ça, c'est le plasma riche en plaquettes. Donc, on vient prendre votre propre sang. Une certaine quantité, ça peut aller de 60 à 80 millilitres en général. Puis, on vient le centrifuger. Souvent, ça va être un double spin. On va le centrifuger 2 fois pour avoir justement la concentration entre 7 000 et 14 000. Pour pouvoir vous réinjecter des plaquettes qui sont riches en facteurs de croissance pour pouvoir aider notre corps à ce qu'il régénère puis répare. Donc, justement, est-ce que tu peux nous parler du PRP, des indications pour qui que ça fonctionne le mieux? Dans quel cas qu'on l'utilise? Alors, le PRP, il faut le diviser en deux. Il faut d'abord le voir pour les patients qui l'ont besoin pour leurs tendons et leurs ligaments et ceux qui l'ont besoin pour l'arthrose et leur articulation. Donc ça, c'est 2 différents mondes, 2 différents types d'études, 2 différentes façons de faire la réhabilitation et aussi ce qu'on doit apporter aux patients comme médecine douce ou médecine alternative pour que ça arrive à donner le meilleur résultat à la fin. Donc, quand on parle commençons avec le tendon, quand on commence avec le tendon, donc comme tu as dit, on prend le sang du patient, puis si vous voulez vous assurer que vous allez dans un endroit qui font du PRP comme il le faut, demandez-leur toujours la question, combien de cc vous avez pris de mon sang? Si quelqu'un vous prend moins que 60 cc, vous dites au revoir, merci. On ne va jamais pouvoir concentrer les plaquettes en bas de 50 cc. La vraie définition d'un PRP, donc platelet rich plasma, donc plaquettes riches plasmatiques ou plasma riche en plaquettes, il faut que ça soit 3 à 4 fois le nombre de plaquettes qu'on a dans notre corps. Donc, si c'est pas 3 à 4 fois, c'est pas considéré riche, c'est considéré pauvre. Donc, pour pouvoir ça, il faut minimum 60. C'est sûr, plus les patients sont âgés, il y a moins de plaquettes. Et il faut aller chercher jusqu'à du 90, même jusqu'à du 120 cc. Il y a certaines études qui ont fait des très, très hautes concentrations à 180. Je ne recommande pas tout le temps parce que là, je ne sais pas si on dépasse 14 milliards. Et le problème aussi, c'est qu'il y a tellement de compagnies que si tout le monde utilise des compagnies différentes, ben, tout le monde vont pas avoir le même nombre de concentrations de plaquettes. Donc, quand ils font des études, c'est toujours important, et c'est pour ça qu'il y a eu un problème avec l'étude Reform. Ils avaient utilisé une compagnie qui s'appelait, je ne vais pas la nommer pour pas lui faire du mal, mais cette compagnie-là, elle faisait juste un spin. Et quand elle faisait un spin, elle n'était pas capable d'aller concentrer les plaquettes. Et le résultat, à la fin, il disait, ben, ça marche pas pour l'ostéoarthrose. Mais c'était faux. Parce que la méta-analyse, l'étude était très bien faite, mais la concentration de plaquettaire était mauvaise. Et aussi, la deuxième chose la plus importante quand on fait ce type de PRP, c'est de savoir est-ce qu'on met des leucocytes ou on ne met pas de leucocytes. Alors, pour les tendons, on veut toujours mettre des leucocytes. Les leucocytes, c'est des globules blancs. Et les globules blancs, eux, vont augmenter l'inflammation parce qu'on veut créer une inflammation au début. Pourquoi? Là, l'anecdote la plus facile, c'est quelqu'un se coupe au niveau de la peau. Il commence à saigner. Le saignement s'arrête parce qu'il y a des plaquettes qui vont faire une agrégation, un caillot. La cicatrice, pas la cicatrice, mais plutôt le caillot se forme.
Après, si on touche pas le caillot, qui est la petite croûte qui est sur notre peau, puis on laisse ça passer, on a une nouvelle peau. Donc, les plaquettes ont une capacité de régénérer les tissus. OK? Maintenant, si on n'avait pas ces plaquettes, ben là, on saignerait. C'est ça qu'ils ont, les hémophiles, etc. Pas, ouais. Ça n'arrêterait pas. Et les tendons et les articulations, le problème, c'est qu'ils n'ont pas de vaisseau. C'est qu'ils sont très faibles, faiblement vascularisés. Donc, ils ne sont pas capables de se réparer rapidement. Donc, quand on injecte 7 milliards des plaquettes, là, on envoie un signal énorme au corps qui dit c'est le temps de réparer. Et c'est ça ce qui arrive. Tandis que la cortisone, elle, tout ce qu'elle fait, c'est que, imagine une chambre qui est remplie de fumée, et ben tu mets de la cortisone, c'est que tu as juste ouvert les fenêtres, la fumée est sortie, mais tu n'as pas réglé le problème. Il y a encore le feu à l'intérieur de la maison. Donc, pour éteindre le feu, tu as besoin des cytokines anti-inflammatoires, tels le PRP, pour éteindre le feu, pour empêcher cette cascade de destruction du cartilage. Et dans les tendons, ben, on veut réparer du tendon, mais il faut aussi savoir est-ce que le tendon peut être réparable. Donc, quand un tendon est complètement déchiré, impossible de le réparer. Comme dans un genou, quand il n'y a pas de cartilage, il n'y a aucun point de donner du PRP parce qu'on n'est pas capable de protéger le cartilage, de faire une chondroprotection, il n'y en a plus. Donc, c'est aussi très important lorsqu'on fait les échographies de voir c'est qui est candidat, qui n'est pas candidat. C'est pour ça que moi, je vois, il y a beaucoup de patients qui viennent me voir et 6 sur 10 patients, je refuse parce que je leur dis, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que ça va pas marcher. La littérature dit pas telle chose. Vous avez une chondromalacie de grade 4, donc ça veut dire une arthrose très avancée, os sur os, ou le score Kallgren-Lorenz de 4. Monsieur, je suis désolé, c'est la prothèse qu'il vous faut. Quoique, il y a certaines études qui montrent que ça peut aider. Avec la douleur. Mais ça a le même effet que la cortisone. Tu n'es pas en train de protéger quoi que ce soit. Donc, tout ça pour dire que le PRP, il faut savoir comment l'utiliser pour les tendons et pour les articulations. C'est deux choses complètement différentes. Et le temps de réhabilitation est complètement différent. Quand on injecte dans une articulation, le patient, le lendemain, marche. Quand on fait un tendon, moi, je les immobilise. Pourquoi je les immobilise? Parce qu'on est en train de former un espèce de caillot dans le tendon qui va permettre aux plaquettes de commencer à régénérer le tissu. Et c'est comme si on avait une coupure à la peau. On ne va pas commencer à jouer avec la coupure, elle ne va jamais guérir. Donc, j'immobilise tout le temps les patients entre 10 à 14 jours. Et après, je recontinue avec la physio par la suite pendant 8 semaines. Okay. Et après, ils reviennent me voir. Je ne les laisse pas partir dans la nature. Tu les revois après combien de temps? 8 semaines. OK. Ouais. Puis, qu'est-ce qui va t'indiquer si tu le réinjectes ou pas après 8 semaines? Les études, ils ont montré que, d'abord, il n'y a aucune étude qui vérifie à chaque semaine. Alors, semaine 3, semaine 4, semaine 5. Par contre, c'est 6 mois, 12 mois tout le temps, les gros paramètres. Donc, avant de décider de refaire un PRP, je donne un bon 6 mois, tout le temps. Parce qu'il y a des patients qui réagissent différemment, qui réagissent un peu plus tard, et il y en a qui réagissent un peu plus tôt. Donc, j'ai des patients fréquemment qui viennent à 8 semaines et ils ne voient aucun changement. Et là, on arrive à 10-12 semaines et là, hop, ça commence à aller mieux. Donc, je vais toujours réévaluer après 6 mois. Par contre, il y a des protocoles spécifiques de haute dose de PRP pour certaines lésions, donc les lésions ostéochondrales. Ça, on va faire ce qu'on appelle 3-shot therapy, donc 3 hautes doses de PRP à l'intervalle ça dépend les protocoles, en 2 à 6 semaines pour traiter des lésions ostéochondrales, des lésions ostéocartilagineuses. Ça, on va être un peu plus agressif, mais ça, c'est comme en arthrose? Ça, c'est des lésions ostéochondrales. Donc, c'est des lésions où tu as le cartilage et tu as l'os sous-jacent qui est aussi touché. Alors, tu as l'œdème dans l'os, tu as le cartilage qui est touché et tout dépendamment du fragment, tu peux avoir un fragment qui est stable, instable. Il y a la littérature des case series qui ont montré qu'un traitement à haute dose de PRP à intervalle de 3 injections peuvent amener à une certaine guérison de ces lésions ostéochondrales.
Après, tu as aussi la combinaison du PRP avec les viscosuppléments, ce que j'aime beaucoup, surtout pour les stades avancés d'arthrose. Quand tu as des stades avancés d'arthrose, grade 3 qui approche le 4, ben, ça plaît à l'esprit de ne pas juste faire du PRP, mais rajouter quelque chose, une molécule de plus qui va venir aider. Parce que l'acide hyaluronique, ça joue au niveau de la biomécanique. Tandis que le PRP joue, oui, d'une certaine façon dans la biomécanique parce que ça améliore le lubrifiant interne, mais ça se joue aussi dans la biochimie de l'articulation. Ça vient empêcher toutes ces mauvaises molécules qui détruisent le cartilage d'être présents et ça favorise les protéines qui vont fabriquer du nouveau tissu ou réparer du nouveau tissu. Donc, c'est le catabolique versus l'anabolique. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que est-ce que les études ont montré que le PRP aidait à régénérer, justement? Ça ne va pas recréer du nouveau, on ne va pas régresser en termes d'arthrose, mais je pense qu'on peut dire qu'on ralentit la progression. Donc, les études ont démontré clairement des ralentissements et aussi une augmentation du temps avant d'avoir une prothèse, avant d'aller à la chirurgie. Et oui, dans de rares cas, il y a eu des mesures de cartilage par résonance magnétique, mais là, on parle de quand les patients ont eu plusieurs injections de PRP, pas juste une, où le cartilage augmente en termes d'épaisseur. On ne sait pas si l'épaisseur, c'est parce que le cartilage est beaucoup plus dense, mais je dirais plutôt hydraté, versus qu'il y a eu du cartilage qui s'est reformé. Le PRP n'est pas là pour reformer, mais plutôt pour ralentir, arrêter et changer la biochimie dans le genou pour que le genou soit beaucoup plus stable et moins destructeur. Parce que le liquide synovial qui est sécrété quand il y a de l'arthrose, il est rempli de cytokines inflammatoires, de métalloprotéinases, de plein de molécules qui vont venir dégénérer, fragiliser le cartilage et on veut renverser ça. Et c'est ça ce que le PRP fait, c'est qu'il renverse la chimie à l'intérieur du genou. Donc les gens pensent toujours, il va faire regrossir mon cartilage. Non, il va empêcher ta progression, il va l'arrêter où tu es parce que tu es au stade 2. Et si tu aurais continué avec de la cortisone pendant 5 ans, tu serais arrivé au stade 4 dans 2 ans et tu aurais eu besoin d'une prothèse de genou. Donc, ouais, mais ça, c'est très bien documenté. Il y a plein de littérature là-dessus. Il y a plein de méta-analyses. Je pourrais t'en partager ou pour les gens, s'ils veulent lire, je peux t'envoyer. Ouais, voilà. Puis justement, toi, parce que tu l'as dit, quand les gens ils ont le genou qui est inflammatoire, ils ont beaucoup de cytokines, beaucoup de molécules qui peuvent être néfastes, puis favoriser la progression de l'arthrose. Fait que j'imagine que tu fais toujours une ponction avant de faire du PRP. Puis mon autre question aussi était, est-ce que des fois tu vas faire cortisone pour voir, est-ce que, dépendant c'est où, mais juste un test, si ça aide. Puis après combien de temps on peut avoir un PRP quand on a eu de la cortisone? Ben c'est ça. Alors, beaucoup de questions. Alors, tout d'abord, si tu regardes un genou, tu vas regarder le rayon X, tu vas voir s'il y a un pincement et tout, mais à l'échographie, tu peux très bien voir tout ce qui est marginal, parce que tout ce qui est dégénérescence débute toujours dans les marges. Donc, l'échographie le voit très bien. Il voit les ostéophytoses, il voit le pincement intra-articulaire. Si tu as un épanchement intra-articulaire, c'est que ton corps, malheureusement, est en train de sécréter du liquide synovial inflammatoire dans un but de protéger, mais vraiment, il est rempli de cellules inflammatoires qu'il est en train de faire le contraire. Donc, s'il y a un épanchement intra-articulaire et le patient a une douleur, tu sais que ça vient à cause de l'arthrose. Si le patient a une douleur et il y a 0,0 liquide dans l'articulation, c'est souvent un problème méniscal, un problème autre que l'arthrose. Donc déjà, dès que tu as un épanchement intra-articulaire, tu sais que la biochimie à l'intérieur de l'articulation doit changer. Donc, avant que tu injectes n'importe quoi, que ce soit de la cortisone, que ce soit n'importe quoi au niveau du genou, d'abord, ça plaît à l'esprit. Si tu veux avoir l'effet maximal, si on va dire tu as une piscine d'eau et tu mets une goutte de sucre à l'intérieur, tu ne vas pas la goûter. Par contre, si tu vides la piscine, ben, c'est sûr que si tu mets une goutte d'eau sucrée, tu vas la goûter plus facilement. Donc, le point, c'est qu'on vide l'articulation pour que
pour que la molécule qu'on injecte interagissent et touchent les structures. Il faut qu'il y ait un contact avec les structures. Si elle se mélange avec le liquide synovial, elle va jamais toucher la structure, elle va se diluer. Donc, n'importe quand on fait une injection dans les articulations, là, on parle beaucoup des articulations, mais les tendons aussi, c'est important d'en parler, mais dans les articulations, on va toujours vider, que ce soit pour la cortisone, les viscosuppléments ou le PRP. Est-ce que j'injecte des fois la cortisone avant le PRP? Oui. Il y a 2 raisons pourquoi je le fais. Si je vois qu'il y a beaucoup d'inflammation dans le genou, ça ne sert à rien de mettre du PRP parce que la synoviale, elle est inflammatoire. Elle est pas de bonne humeur, elle est méchante, elle est agressive, elle veut sécréter des molécules toxiques qui vont venir manger ton cartilage. Donc, elle est pas contente. Alors, on lui met de la cortisone pour la calmer, lui dire que tout va aller bien. Et après, on la choque avec le PRP. Et le PRP vient empêcher toute cette cascade inflammatoire à se mettre. Donc, le PRP, on sait que les plaquettes, il faut d'abord comprendre le PRP. Quand on dit PRP, on va dire les plaquettes. Les plaquettes ont des granules alpha. Dans les granules alpha, c'est eux qui vont sécréter tous les facteurs de croissance. Donc, le platelet growth factor, le PGF, le VEGF, etc. sont sécrétés par les granules alpha. Et ces molécules-là vont venir se mettre sur les récepteurs inflammatoires, interleukin-1, TNF-alpha. Donc, toutes ces molécules-là, toute cette cascade, on passe par des cytokines inflammatoires qui vont activer les ASE, comme on dit, les protéinases et les métalloprotéinases, etc. Ils vont venir dessus pour qu'ils ne soient pas activés. Donc là, tout d'un coup, toutes ces mauvaises molécules sont plus en place. Et là, on peut favoriser des bonnes molécules. Il y a d'autres molécules que je ne vais pas nommer là, parce que même moi, j'oublie leur acronyme. Les ART, des modulateurs à l'intérieur du genou qui, eux, sont des bonnes molécules. Qui vont promouvoir... Qui sont anti-inflammatoires. Qui sont anti-inflammatoires, mais aussi qui vont promouvoir la sécrétion de lubrifiants. On a un lubrifiant dans notre genou, ce qui s'appelle la lubrificine, qui va stimuler la production de protéoglycans et va améliorer l'environnement. Donc, c'est ça l'importance. Donc, oui, toujours, je vais vider. Des fois, je vais mettre de la cortisone parce qu'il y a trop d'inflammation. Et si je fais une injection de cortisone, ça, c'est une question de c'est quoi la demi-vie d'une cortisone, combien de temps ça prend pour que ça sorte complètement du système ou que ça n'a plus d'effet en niveau intra-articulaire. Les gens s'entendent entre 4 à 6 semaines. Donc, moi, j'attends 6 semaines pour être sûr. OK. Ouais. Même chose pour après, disons, j'ai eu un patient récemment, il avait eu justement du PRP. Il voulait absolument que je draine son kyste de Baker qui était énorme. Mais là, je me suis dit, je ne vais pas aller mettre de la cortisone. Puis je me suis posé la question, selon les études, ça serait après combien de temps après un PRP? J'imagine on essaie d'éviter le plus possible. Oui. Après un PRP, disons que l'effet des plaquettes, l'effet inflammatoire et l'effet de guérison, c'est les premières 8 semaines. 8 semaines, j'exagère un peu. L'inflammation, c'est les 2, 3, 4, et on essaie de prolonger jusqu'à 7 jours. Après, il y a la phase de régénératrice qui, elle, va durer pendant 3-4 semaines. Okay? Donc ça, c'est tout ce qui est production de nouvelles fibres, on va dire dans le tendon de collagène, etc. Et après, il y a la phase de remodelage qui, elle, continue, qui peut aller jusqu'à 2 ans. Quand tu regardes les plaquettes lorsqu'ils sont injectés, après 1 mois dans un genou, ils ont déjà été absorbés par le cartilage. Donc, il y a des études cadavériques qui ont montré que le cartilage pénètre les plaquettes pénètrent le cartilage et s'incorporent en dessous dans la médula, sous le cartilage. Donc, moi, j'aime bien dans les patients, c'est pour ça que arriver après 1 mois, 1 mois et demi, c'est là où j'injecte mon viscosupplément après le PRP dans les hauts grades, dans les grades 3, dans les grades 2, 3, parce que c'est là où je donne cet effet bénéfique de lubrification et ça permet au PRP de continuer à agir et de garder un environnement stable. Donc, disons, après 1 mois de temps, tes plaquettes ont fini d'agir. Mais ce qu'ils ont fait, c'est pas fini parce que la réparation continue et le remodelage, c'est long. Ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Donc, le remodelage, c'est les fibres de collagène qui continuent à faire on appelle ça des interlinks entre eux. Puis ça peut durer très longtemps. Ouais.
Puis je sais qu'il y a certains, vous dites que vous, dans le fond, la visco, vous attendez 6 semaines, vous ne le mettez pas en même temps que le PRP. Non. Je sais qu'il y en a qui mettent le PRP puis l'acide hyaluronique non réticulé en même temps. OK. Oui, il n'y a rien qui dit que tu peux pas, OK, mais moi, ça ne plaît pas à l'esprit. Parce que pourquoi est-ce qu'on va compétitionner? Le viscosupplément va se mélanger avec le PRP. Il y en a qui se mélangent moins bien, donc le non réticulé, c'est celui-là qu'on va injecter. Donc, il y a l'Orthovisc, le Synolys, puis il y en a un autre, j'oublie c'est lequel. Bon, bref. Donc, il y en a quelques-uns que c'est eux que j'utilise d'ailleurs. Et la raison, c'est que avant de mettre un viscosupplément, tu veux changer la biochimie interne. Mm-hmm. Le viscosupplément, il a un effet bénéfique biomécanique. Donc, moi, ça plaît à l'esprit de d'abord changer la biochimie et après améliorer la biomécanique. Mettre les deux en même temps, selon moi, c'est comme si tu mets deux personnes qui veulent compétitionner pour le même travail, puis là, ils vont se battre, puis à la fin, il n'y a personne qui gagne. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais ce que j'ai lu et ce que j'ai compris, ce que je vois dans la littérature, ce qui marche aussi pour moi, c'est d'attendre et de le faire plutôt en série qu'en parallèle. Mm-hmm. Ouais. OK. De ton expérience, c'est ce qui fonctionne. Mais aussi, il y a des études qui ont montré que c'est mieux d'attendre parce que tu veux changer la biochimie à l'intérieur de l'articulation avant de rajouter le viscosupplément. Puis vous rajoutez le viscosupplément une fois ou 3 fois? Donc ça dépend. Moi, j'aime le protocole pour les arthroses modérées. J'aime le protocole d'une injection de PRP et ensuite 3 injections de viscosupplément. Une injection aussi peut être assez. Et aussi, juste une injection de PRP, des fois, tu n'as même pas besoin du viscosupplément, surtout quand c'est des grades 1 ou c'est des patients qui ont des déchirures aiguës du ménisque qui est encore dans la périphérie rouge qui peuvent être guéris. Pas besoin de mettre des viscosuppléments chez eux. Plus jeune tu es, moins que tu as besoin de cette biomécanique supplémentaire parce que tu l'as déjà. OK, ouais. Puis si, c'est à quelle fréquence de votre expérience que vous répétez le PRP? Pour les genoux, disons que c'est 1 an. Okay. 1 an, il y en a qui sont chanceux, ça dure plus longtemps. Mais souvent, c'est 1 an et on le répète après 1 an. Les patients reviennent parce qu'ils ont mal? Ou... Il y en a qui viennent parce qu'ils veulent juste aussi par précaution, ils ont dit « je veux pas que ça commence à faire mal ». Et il y en a que oui, ça recommence tout doucement. OK. Ouais. Puis, c'est quel patient qui, pour le PRP, justement, c'est pas une indication ou... D'abord, ceux qui sont sur des anti-inflammatoires. Ouais. D'abord, ça, c'est une autre chose. Quand on est sur le PRP, pas d'anti-inflammatoire pour 6 semaines. Moi, je pousse jusqu'à 2 mois, même 3 des fois, parce que je veux vraiment limiter l'effet anti-inflammatoire, parce que si on enlève l'inflammation, tout le processus d'inflammation qui dit au corps viens guérir l'endroit qui est problématique, on parle surtout là des tendons, pas des articulations, va disparaître. Donc les patients qui sont sur des anti-inflammatoires parce qu'ils ont maladie de Crohn, etc., l'effet va être l'effet carrément zéro. Je dis pas zéro parce qu'il y a quand même un effet anti-inflammatoire, mais la biochimie va pas vraiment changer dans les genoux. Donc il y a eu des études qui ont montré ça quand ils faisaient des extractions de liquide de genou pour mesurer la quantité de cytokines pro-inflammatoires. Chez les patients qui prenaient des anti-inflammatoires, ils étaient beaucoup plus élevés. Donc, c'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça que c'était dans les genoux. Donc, les autres contre-indications, c'est ceux qui ont des cancers sans rémission, parce que tu ne veux pas non plus injecter des cellules métastatiques dans un genou. Ouais. Les patients qui ont des troubles au niveau sanguin, donc des hypoplaquétoses ou qui ont une splénomégalie, qui font de la séquestration plaquettaire, ça, c'est pas bon non plus, ça va pas marcher. Donc, tout patient qui doit recevoir un PRP doit avoir eu une prise de sang avant pour qu'on s'assure qu'il y a un niveau de plaquettes qui sont normales. Tout le temps. Et c'est pas non plus, il faut pas non plus faire un dépistage pancorporel et tous les cancers possibles à un patient avant, parce que s'il est asymptomatique, il est asymptomatique. Mais une prise de sang, oui, c'est sûr, parce que là, on peut être sûr qu'on n'est pas en train d'injecter une faible quantité de plaquettes. Mais je te dirais que quand tu fais ta centrifuge, tu le vois. Moi, les patients vieux, je les vois, les plaquettes sont beaucoup plus pâles.
Ça se voit que ça se voit que c'est une faible quantité de plaquettes. L'autre chose, c'est les patients qui ont eu un rhume ou qui ont été malades très récemment, pneumonie, etc. Donc, s'il y a une bactériémie, c'est sûr qu'on ne veut pas injecter ça à l'intérieur et faire une arthrite septique. Une arthrite septique, quoique dans les tendons, ça créerait plus d'inflammation, mais non, on n'irait pas là-dedans. Mais c'est ça ce qu'on veut dans les tendons, c'est qu'il y ait plus d'inflammation. Ouais. OK. Puis, sinon, c'est ça, par rapport au PRP, on a fait quand même le tour. Pour ce qui est on a parlé des tendons. Les ligaments, est-ce que ça peut aider à ce niveau-là? Les ligaments, c'est plus complexe parce que c'est des structures qui sont beaucoup plus... dépendamment de quel ligament on parle, sont moins épais, mais ça marche dans certains cas. Dans les ligaments collatéraux au niveau des genoux, ça marche très bien. Au niveau aussi des hernies sportives, les adducteurs, les tendinites au niveau des régions parasymphysiennes, ça marche très bien. Mais plus on se rapproche de l'anthèse, moins ça marche bien. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'anthèse, le PRP fonctionne mieux à distance de l'anthèse qu'à l'anthèse. Donc, ça, il faut faire attention parce que c'est pas les mêmes types de collagène à l'anthèse versus les collagènes plus loin de l'anthèse. C'est pas le même type et aussi les fibres de collagène qui sont aux anthèses sont interreliés avec l'os. Et ça, on ne pourra jamais recréer ça, même avec du PRP. Donc, ça ne marche pas très bien pour les problèmes au niveau tout ce qui est anthésite. Donc, les douleurs au niveau de l'insertion des tendons, ça marche beaucoup moins bien. OK, à l'insertion de l'os, pour les gens de l'anthèse, c'est quand c'est près de l'os, ça fonctionne moins bien. Voilà. Okay. Donc, moi, je dirais les choses que les personnes devraient faire attention, c'est qu'avant de faire un PRP, tout d'abord, s'assurer qu'il y aura une bonne concentration. Et la seule façon de leur demander, c'est combien de sang vous prélevez. Le nombre de spins aussi, peut-être? Ça, c'est la deuxième. Je pouvais te demander cette question, mais là, ils vont penser que c'est un peu bizarre. Mais juste en disant, est-ce que vous prenez plus que 60 cc ou prenez plus que 30 cc, 60 cc, c'est la norme. Là, déjà, on sait qu'on va avoir une bonne concentration. Et on peut poser la question, oui, est-ce que c'est un système à double ou simple spin? Puis ça dépend aussi si c'est pour un tendon. Souvent, en intra-articulaire, on veut prendre une plus grande quantité, on va mettre un petit peu plus. Si c'est un tendon, des fois, la quantité... Ben, c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que, on va dire, dans un tendon, okay, disons qu'il mesure 10 cm, et le 10 cm est pathologique. Si tu injectes à chaque endroit un peu, ben, tu viens de diluer tes plaquettes. Tu as mis 2 milliards ici, 2 milliards ici, 2 milliards... Donc, quand on fait les tendons, il faut s'assurer de le mettre vraiment à l'endroit que le patient a le plus besoin pour que la concentration soit maximale. On ne peut pas prendre 10 milliards et s'amuser à le mettre un peu partout dans le tendon. Donc ça, c'est une conception que les gens ne comprennent pas très bien. Ils prennent du PRP, puis ils commencent à injecter un peu ici, un peu ici. Là, ils sont en train de diluer la concentration parce que c'est plus 14 milliards de plaquettes que tu as injectées. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, oui, en intra-articulaire, tu veux un peu plus, mais tu dois aussi avoir une bonne concentration. Donc, en intra-articulaire, tu dois prendre beaucoup plus de sang pour que ton résidu plaquettaire, qui va être peut-être de 8 cc, va être bien concentré. Ouais, si tu as pris 60 cc et tu prends 8 cc, ça va être dilué avec du faible plaquettaire. Donc, quand tu es en intra-articulaire, tu veux toujours prendre un peu plus. Puis, quand tu es en tendineux, ben, tu veux vraiment l'injecter à l'endroit précis, aux alentours de cet endroit précis que tu veux guérir. Soit qu'il y a une déchirure focale ou une tendinopathie focale. Si c'est tout le tendon, ben là, il faudrait dire au patient, on risque de faire 2 ou 3 traitements la même journée. Puis est-ce que tu vois justement souvent, disons, les tendinopathies de la coiffe avec des déchirures partielles, tu vois, toi, à l'écho, qu'après, il y a une réparation? Oui, je vois carrément, je vois plus le trou, il est parti, les fibres ont été remplacées. C'est vraiment de la médecine régénérative. C'est magique. Quand on voit les photos avant et après, on dit waouh. Puis pourquoi tu penses qu'il y a autant tu sais, il y a un petit peu des deux dans le monde. Tu peux parler à un expert et dire, ouais, ça, c'est pas prouvé le PRP.
Puis quand on regarde, je commence une revue de littérature sur le sujet, justement, là, fait que je vais avoir plus de détails. Puis quand je vous parle à vous, c'est comme, non, c'est prouvé. Pourquoi vous pensez qu'il y a autant de contradictions puis autant d'opinions? Il y a des milliers et des milliers d'articles qui sortent. Et c'est comme un peu comme Google. Tu tapes ce que tu veux et ça va te donner la réponse. Donc, je veux dire, je veux un arbre bleu au Japon, ils vont te trouver un arbre bleu au Japon. Donc, si tu dis le PRP ne fonctionne pas pour l'arthrose, ils vont te sortir tous les articles qui disent que le PRP ne fonctionne pas pour l'arthrose. Donc, c'est là où la lecture scientifique et la lecture basée sur les données et aussi comment discerner quelle étude est bien faite versus quelle étude est moins bien faite va nous permettre de décider, OK, ça marche, ça marche pas. Donc, c'est sûr que dans les dernières années, j'ai dû convaincre des médecins, j'ai dû leur montrer, j'ai dû leur prouver que ça marchait parce qu'ils n'étaient pas convaincus. Et il y a encore même des personnes qui écrivent des articles sur la Gazette et ça me rend un peu énervé, là, il y a 2 ans, que ça ne marche pas. Parce qu'il parlait il y en a qui utilisent pour l'esthétique vampire, je sais pas, ouais. Et ils disent que pour la musculose, ça marche pas. Mais là, tu prends des méta-analyses faites par des gens bien, qui ont étudié longtemps, qui ont bien vu la différence entre le PRP versus la cortisone, versus l'acide hyaluronique, versus les cellules souches, et tu vois le bénéfice. Et donc, la raison pourquoi il y en a qui ne sont pas convaincus, c'est ils connaissent pas. C'est nouveau, parce que c'est nouveau. Oui, dans le domaine, c'est nouveau. C'est nouveau. Numéro 2, c'est parce qu'ils n'ont pas assez lu d'études. Ou 3, ils ont lu les mauvaises études. Mais là, la science, elle est là-bas. Vous pouvez aller voir partout. Je serais très, très surpris qu'une personne me dise que le PRP ne marche pas pour l'ostéoarthrose du genou, grade 2, grade 3, parce que la littérature est là. Donc, ça serait un mensonge. Avez-vous d'autres exemples que l'arthrose du genou? Alors, ceux qui ont été les plus étudiés, tu as l'arthrose du genou, tu as les épicondylites, tu as tout ce qui est fascia, donc fascia plantaire, et le moyen fessier. Ça, c'est ce qui a été le plus étudié et il y a même des études niveau 1, recommandations niveau 1 à ce niveau. Ceux qui ont été moins étudiés, mais qui montrent quand même beaucoup d'amélioration, c'est la coiffe des rotateurs. Ouais. Et ceux que, pour une raison que j'ignore, mais j'ai quand même des très bons résultats, les tendons d'Achille et les tendons patellaires. Avant, les tendons patellaires, tout le monde parlait, c'est ça, puis là, le PRP va sauver les tendons patellaires. Et là, les études sont moins bonnes dessus, mais j'ai compris pourquoi. J'en ai lu plusieurs pour comprendre. C'est parce que la prise en charge après n'était pas bonne. Donc, la physiothérapie qui suit est hyper importante. Quand est-ce qu'on fait si les gens commencent déjà à faire du loading, de la mise en charge, c'est pas bon. Ils doivent comprendre qu'il faut, la même façon qu'on guérit les tendons en physiothérapie en faisant des mouvements excentriques et non concentriques, c'est comme ça qu'on doit commencer la physiothérapie en PRP, après le PRP. Donc, n'importe qui fait un traitement de PRP et qu'après le médecin lui dit « je te revois dans 8 mois », c'est pas bon. Vous faites demi-tour, venez me voir, vous allez voir Alexandra. La physiothérapie, c'est extrêmement important. J'ai développé un protocole aussi basé sur la littérature, quoi faire semaine 2, quoi faire semaine 3, quoi faire semaine 4, que je travaille avec les physiothérapeutes. Tout ça pour dire que le PRP tout seul ne fonctionnera jamais. Donc, si tu prends des anti-inflammatoires, ça ne marchera pas. Si tu commences à mettre du froid et tu mets du froid pendant tout le temps que tu as eu le PRP ou du chaud, ça ne va pas marcher. Si tu vas pas en physiothérapie faire tes mouvements donc c'est pas juste faire le PRP, c'est ce qui suit qui est important. C'est pour ça que je les suis moi après 8 semaines, parce que je les chicane s'ils font pas ce qu'ils sont supposés faire. Je dis c'est normal que ça marche pas, et ceux que ça marche, je dis c'est normal que ça marche. Non, mais c'est important de faire tout ce qui est à côté aussi bien.
Puis comment les gens, je sais pas si c'est pour ça, c'est moins votre spécialité, mais comment on peut savoir, est-ce que mon physio, parce que c'est pas tous les physios qui connaissent le PRP ou le protocole, comment savoir si le physio que je vois est compétent dans ce que j'ai besoin, parce qu'on veut pas qu'il aille faire justement des exercices de renforcement. Là. Alors, moi, j'ai mon protocole, mais je le partage pas parce qu'après, il va se balader partout à Montréal. Alors, je leur pose la question, est-ce que votre physiothérapeute est habitué à traiter des patients après PRP? S'ils me disent oui, il en a traité plusieurs, c'est bon. S'ils me disent non, il s'y connaît pas trop, là, je leur recommande des physios que moi, je connais, que j'ai travaillé avec, qui ont traité des patients avec PRP. Donc, je les dirige aussi vers des physios s'ils en ont pas. Mais si leurs physios à eux disent oui, j'ai travaillé dessus, puis il n'y a pas de problème, ben là, il faut les prendre pour... mais après, tu leur poses des questions, qu'est-ce que vous avez fait, tout ça. Puis là, ils me disent, ouais, on a levé des charges. Non, c'est pas le moment de lever des... Il n'y a pas de mise en charge au début. C'est que des mouvements excentriques. Et je vous dirais aussi, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de physiothérapeutes qui, après faire le PRP, ils s'aventurent à faire leur propre thérapie. Donc, ils vont commencer à mettre du TENS, ils vont commencer à faire de la fenestration. Le shockwave, oui, c'est indiqué des fois de le faire après le PRP, mais dans certains cas réfractaires. Mais c'est pas à eux de décider. C'est à moi de leur dire, OK, c'est le moment de le faire. Ouais. Mm-hmm. Puis, y a-t-il autre chose qu'on peut faire pour augmenter nos chances que le PRP fonctionne? T'sais, ce que je voyais probablement avant, c'est sûr que c'est toujours bon d'avoir un bon sommeil, de bien manger, d'éviter l'alcool avant, de faire un petit peu justement de l'activité cardiovasculaire, tout ça. Fait qu'il y a des choses qui sont prouvées que faites ça avant puis après pour améliorer vos chances que ça fonctionne. Mais on veut les meilleures plaquettes possibles. Ouais. Donc, aucun anti-inflammatoire une semaine avant, ça c'est sûr. Eat green, manger vert, s'hydrater beaucoup. Donc c'est ça c'est les choses qu'on peut dire. Comment se préparer, c'est le mieux. Les activités physiques, c'est sûr que si on a un traumatisme avec une déchirure, on veut pas vraiment qu'il l'aggrave. Mais c'est ce qui va après. Donc, une fois qu'on a changé la biochimie, là, tout d'un coup, ils peuvent commencer à faire des renforcements du genou. Ils peuvent augmenter leur masse musculaire, stabiliser le genou mieux. Donc là, ça leur permet de faire des choses qu'ils n'étaient pas capables de faire avant parce qu'ils étaient trop en douleur. Donc, il y a aussi le après et il y a le avant. Mais avant, je te dirais, c'est très minime. Ça veut dire boire, manger vert, pas d'alcool, pas de tabac, puis enlever les anti-inflammatoires complètement. Oui. Puis souvent, pour les gens à la maison, de manger avant, c'est correct, de bien vous hydrater parce qu'on ne veut pas que vous tombez dans les pommes quand vous faites votre prélèvement. Fait que ça, c'est une autre chose. Ça arrive qu'ils tombent dans les pommes, puis on les attrape pas tout le temps. Non, on les attrape. Mais ils sont déjà couchés. Ils sont déjà couchés. Moi, il y en a qui me disent, je veux le faire assis. Je dis, non, tu vas t'asseoir. Puis, bon, c'est une petite anecdote. Les plus grands avec les tatous, c'est toujours eux qui s'évanouissent. Mais bon, mais c'est pas vrai. Mais non, c'est vrai un peu. Les plus costauds s'évanouissent tout le temps. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Donc, OK. Fait que je trouve que ça fait un bon tour quand même, quelqu'un qui chercherait un traitement de PRP, d'être sûr d'avoir la bonne qualité, de bien le prendre en charge, parce que dans beaucoup, tu sais, c'est pas tout le monde qui le savent, puis les médecins qui nous réfèrent, le savent pas non plus, fait qu'aussi d'avoir un bon protocole. Puis quand vous allez dans une clinique qui vous fournisse aussi le protocole avant, pour bien vous préparer, c'est important aussi, je pense.